Bienvenue dans Cinéma Mon Amour, l'émission de presque tous les jeudis sur Radioactive 100 FM. Nous sommes le 25 octobre, le croyez-vous. C'est la 77e. Eh bien bonsoir, alors c'est peut-être la 77e ou pas. Voilà, on ne le saura plus. 79e aussi. Ou 79e, ou 80. Aussi. C'est un petit peu comme vous voulez ce soir. Alors, bonsoir à tous. Toujours très heureux, bien sûr, de se retrouver ensemble pour une heure de cinéma à passer ensemble avec des news, des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de griffe aussi, des coups de grisou, tout ça avec de la bonne humeur, bien sûr, un peu de mauvaise foi, ça arrive, mais toujours avec passion et humour. C'est Cinéma Mon Amour. Alors ce soir, une équipe de chroniqueurs toujours différentes. Il nous manque des gens, mais bon, on va dire que les meilleurs se sont restés. C'est pas gentil pour les autres. Eh oui, c'est pas gentil, mais je suis comme ça. Je suis pas gentil. Et tu l'assumes. Et je l'assume très bien. Alors Nathalie, puisque tu as la parole. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu bien ? Eh ben écoute, je vais bien. D'accord. Bien. On est toujours séparés par cette vitre. Aujourd'hui vaut mieux. Ah, je crois qu'il y a des règlements de compte dans l'air. Oui. Vous allez vivre des choses intenses, à mon avis. Je vais avoir ma vengeance. Ouais. Maxime, Bah ça va, ça va. ça va ? Ouais. Super. Les lunettes sont pas embuées, tout va bien ? Non, tout va bien. Eh bien, voilà, eh bien c'est tout. Voilà, enfin si on compte ma présence, c'est tout. Voilà. Et toi, Luc, Mais comment je vais- vas-tu ? Bah, écoute, je vais bien, je me remercie. Tu te voilà. remercies. Ouais. Tu as passé une bonne semaine ? Oh, c'est assez intense, si je puis dire. Voilà. T'aimes bien quand c'est tendu. J'aime bien quand c'est tendu, je suis pas le seul, mais c'est bien quand c'est détendu aussi. Voilà. C'est toi le chef. C'est moi le chef. Allez, tac, on enchaîne. On Bim. enchaîne. Ouais. Bim. Et voilà. Arrête de me parler pendant mes jingles. Alors c'est de l'actualité du ciné, c'est la rubrique Actua Ciné. Alors pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, c'est une actualité, c'est une chronique plus exactement. Où il est question d'actualité du cinéma, des news, des potins, du people, du gratin. On y va. Maxime, t'es concentré. Oui. Je te sens vraiment sur les starting blocks. Oui, bah j'avais commencé par une bande-annonce, la bande-annonce du nouveau film de Barry Jenkins qui avait signé Moonlight. Absolument. Voilà, le Oscar. magnifique Moonlight, voilà, qui avait remporté l'Oscar du meilleur film il y a 2-3 ans, je crois, 2 ans, voilà, avec son nouveau film Si Bell Street pouvait parler. Donc le film sortira le 30 janvier prochain et la bande-annonce est sortie il y a quelques jours. Donc pour résumer l'histoire, c'est Trish, 19 ans, amoureuse de Fonny, un sculpteur noir. Tout va bien se passer, donc il va y avoir Fonny va demander Trish en mariage et Trish va annoncer à Fonny qu'elle attend un enfant. Mais Fonny va être arrêtée et va être accusée d'avoir violé une jeune portoricaine. Donc les deux familles des deux tourtereaux vont enquêter pour prouver l'innocence de Fonny. Voilà. Mais c'est super ça. Et c'est adapté du best-seller de James Baldwin et la bande-annonce est tout juste sublime avec justement une bande originale jazzy magnifique et ça m'a fait énormément penser. Après, je sais qu'on fait souvent cette comparaison avec Barry Jenkins. En ce qui concerne Barry Jenkins, c'est que ça m'a fait penser à du Wong Kar-wai qui se passait aux États-Unis. Avec Oulala, justement, attention, tu touches à Wong Kar-wai. avec un rythme très lent, des images sublimes et il y a une certaine douceur qui se dégage de la bande-annonce. Après, il faut voir le film, mais ouais, c'est un film que j'ai coché justement dans le calendrier de 2019 et j'attends énormément ce film. Voilà. Super. Wong Kar-wai, c'est la série japonaise là, des années 80. Non, c'est le grand cinéaste hongkongais. Je rigole, oulalalala. On peut plus rire dans cette émission. Non mais ça c'est parce qu'il sait que tu vas avoir ta vengeance dans quelques minutes. Tu vois, t'aurais pas dû lui dire. Moi j'attendais que tu me dises, mais non, c'est pas Song Kang-wai, c'est Wong Kar-wai. Voilà, c'est ça que j'attendais. Tu ne touches pas à Wong Kar-wai. Ouais, Mon d'accord. chouchou.
voilà. Et J'ai une deuxième news si vous Non, voulez. mais j'en ai une moi aussi. D'accord, on alterne alors. on hein. alterne. Voilà. Une fille et un J'ai garçon. Une fille et un garçon. J'ai appris que Jean-Marc Vallée, qui était en discussion absolument. pour réaliser un film sur John Lennon et Yoko Ono. Absolument. Jean-Marc Vallée en resitue. Vas-y, Alors, je te laisse. Jean-Marc Vallée est un réalisateur. Absolument, de son état. Il est également québécois, canadien-québécois, et absolument talentueux. Il a signé notamment le Dallas Buyers Club, qui a eu, il a eu des Oscars. Je pense que c'est Matthew McConaughey qui a eu l'Oscar. Pour l'interprétation. Et Jared Leto Jouissante. aussi l'avait eu pour second Dallas rôle. Buyers. Absolument. Premier rôle et second rôle pour Dallas Buyers Club. Il a fait un autre film qui s'appelle Wild et il en a fait un avant qui était très bien et dont j'ai oublié le nom. Et surtout, il était showrunner d'une série qui s'appelle Big Little Lies, qui est une excellente série qui a été multi-récompensée. La saison 2 arrive bientôt. Oui, mais ce n'est pas lui qui l'a réalisée. C'est pas grave. Mais voilà, donc Jean-Marc Vallée, beaucoup de talent, comme son compère québécois Denis Villeneuve. Voilà, c'est une école québécoise donc très talentueuse. On peut s'attendre. Alors, je sais pas si c'est pour parler, hein, je crois en ce moment. Voilà, c'est il pas est temps encore pour parler, pour acquérir les droits. C'est pas encore de sûr, mais en tout cas, ça fait saliver. Ça fait envie, voilà, ça fait saliver. Maxime, sauve-moi, s'il te plaît. Oui, non, ça a l'air sympa. C'est un bon projet. Ouais. Il reste toujours des Kleenex en même temps, si on salive trop. Mais Est-ce que tu as une autre news, s'il te plaît, Maxime? Oui, alors j'ai appris que Bong Joon-ho venait de terminer. Alors là, tu t'es blessé. On est d'accord, on reprend tout. Bong Joon-ho. D'accord. Vient de terminer le tournage de son nouveau film Parasite, qui s'annonce comme un thriller / science-fiction assez intéressant. Peut-être que les gens ne connaissent pas Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, oui, qui est un réalisateur coréen qui a notamment réalisé l'adaptation du Transpersonnage ou encore plus récemment Okja qu'on avait défendu dans cette émission. Qui a été révélé par The Host. Oui, tout à fait aussi. Qui était un excellent film. Et Mother aussi, qui pour moi son chef-d'œuvre justement. Ouais, Mother, oui. Non, c'est pas le même. Non, je sais. C'est pas le Darren Aronofsky. J'ai compris. Mais on t'explique, Luc. On t'explique, c'est pas voilà, le même. qui est l'histoire vous inquiétez pas. C'est très gentil, mais c'est l'histoire je vais me faire attaquer. Voilà, et il vient de terminer le tournage, il vient d'entrer en phase de montage. En phase de montage, et le film devrait sortir courant 2019, et je pense qu'il devrait être prêt pour le Festival de Cannes. Est-ce qu'il sera, parce que la dernière production est une production Netflix, il a un distributeur français en tout cas, puisque le Joker Film va sortir le film. Alors Joker par exemple, c'est un petit distributeur de films qui prend des risques, qui a une ligne éditoriale totalement originale sur des films un peu de l'entre-deux, souvent des films de genre, et c'est plutôt bien. Alors Joker Film, j'ai quand même quelques réserves. J'ai toujours en travers de la gorge les 15 minutes, les 5, non peut-être pas 15, mais 5-6 minutes qu'il avait coupées à Green Room justement pour échapper à l'interdiction moins de 16 ans. Ah bah oui, mais c'est quand même bien. Ouais, mais la director's cut est mieux. Tu le vois plus tard sur un DVD, sinon le film passe pas et tu sacrifies le film. Tu comprends? Mets-toi dans la peau du distributeur. Mets-toi dans la peau d'un professionnel du cinéma. Il faut assumer. Il faut tout assumer. Suis d'accord. C'est fini là. Le côté je suis spectateur. Non. Tu as une responsabilité. Tu es chroniqueur. Laisse-moi profiter de mes dernières. Voilà. Non mais je te mets pas la pression. Ça va bien. Alors, une petite news encore. J'ai appris que DiCaprio et Scorsese allaient préparer encore un nouveau film, 5 ans après Le Loup de Wall Street. Donc le duo va se retrouver autour d'un film. Donc c'est sur le massacre d'une tribu indienne des États-Unis des années 20. J'ai hâte. Et qu'est-ce qu'il peut faire là, Léo? Il va se faire massacrer, non? Non, je plaisante. Il va massacrer. Je sais pas, dans The Revenant, il était quasiment à moitié mort. Là, peut-être qu'il sera à moitié nu. C'est vrai qu'on l'avait pas. Il restait ça. Ouh, yes. Eh bien, bienvenue sur Fun Radio. Ça dégage. Non, alors on est toujours sur Radioactive. Et dans Cinéma Mon Amour, une émission quand même sérieuse. Avec des gens sérieux. Oui, alors justement, à ce propos de ce sujet, j'ai entendu une déclaration de Leonardo DiCaprio qui m'a fait pas plus tard qu'hier au téléphone en m'appelant Luc. J'aimerais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. C'est que il expliquait que Scorsese lui avait fait découvrir
lui fait comprendre, prendre conscience que le cinéma était, sacré. Et voilà, tiens, j'ai oublié ma citation. Mais en tout cas, merci d'avoir pris la parole. Voilà. En tout cas. Lui fait prendre conscience que c'était vraiment un domaine artistique à part entière et qu'on faisait des œuvres d'art. Voilà, c'est qu'on faisait de l'art avec du cinéma. C'est fou quand même que des mecs comme ça, les mecs ils se rendent compte plus tard, alors que nous on sait ça. Et on n'est même pas acteur, on n'est même pas connu et on gagne pas d'argent. Oui, mais tu as la gloire pour toi, Luc. Absolument. Alors j'ai une petite news. En fait, c'est pas une news, c'est plutôt ça démontre la grandeur du bonhomme. Monsieur Stephen King, qui a laissé des lycéens adapter une nouvelle de l'un de ses polars. C'est-à-dire que ce sont des étudiants qui lui ont fait une demande via son site internet perso pour adapter l'une de ces nouvelles. Donc, pour pas me tromper, je crois que c'est le vélo d'appart. Il a répondu 48 heures après, via sa secrétaire, lui envoyer en disant OK, il n'y a pas de souci, et contre la maudite somme de 1 euro, avec seule contrepartie de voir l'œuvre que les deux jeunes étudiants vont faire. Ils sont âgés de 16 et 14 ans. Donc je trouve ça franchement classe de la part d'un grand monsieur comme Stephen King, riche à millions, qui pourrait traiter par-dessus qui pourrait traiter par-dessus la jambe un petit peu les demandes de lycéens ou de collégiens, il a accepté de faire l'adaptation pour 1 euro, donc c'est quand même pas rien. Et voilà, je trouve ça très bien. C'est beau. Moi, c'est ça aussi dans Cinéma Mon Amour, c'est de la poésie, de la tendresse. C'est ça qu'on aime transmettre, qu'on veut vous faire partager. Moque-toi, mais je trouve que c'est un beau geste. Mais c'est un beau geste, et c'est un geste qui l'honore. C'est un geste qui vient du cœur. Non mais t'inquiète pas, tu le sens pas, Luc. Mais ça sent. Ah si, bon. je le sens arriver, ça sent. Tu le sens un peu arriver. Ah là, chers amis, c'est dommage que vous soyez derrière votre transistor, hein. Absolument, vous avez des transistors et pas dans le studio, mais c'est incroyable cette bonne humeur que nous dégageons tous ensemble. N'est-ce pas, Maxime ? Oui, excuse-moi, je te réveillais. Si on me dérange, Maxime, t'as qu'à le dire. Alors, Luc, tu as la parole. Je l'avais déjà, mais voilà, mais je te la donne. Vas-y. Alors, pour cette première chronique, on commence par un festival. Je vais commencer par le film peut-être le plus dur de la sélection de ce soir. The House That Jack Built, donc de Lars von Trier, qui une nouvelle fois a créé une polémique. Bon, bref. Et encore, je crois qu'elle n'est pas si grande que ça. Et pour cause. Alors, pour vous remettre dans le contexte, si je peux me permettre, je parle de moi, c'est toujours assez bien de parler de ça. Je suis fan, moi, de Lars von Trier. Voilà, j'étais quelqu'un qui divise beaucoup et qui clive pas mal. Moi, je dois avouer que c'est son cinéma a contribué à faire de moi un spectateur de films d'auteur. Voilà, il y a deux tournants. Il y a Birdie d'Alan Parker quand j'avais une douzaine d'années, qui m'a fait découvrir qu'il y avait d'autres choses que Rambo 2 et Rocky 4. Non mais c'est vrai en plus. Hein. C'est vrai. Après je renie pas, hein, pas du tout. Et Predator ou Commando. Il y a une vie après Schwarzenegger et Stallone. Et puis un peu plus tard, quand j'étais étudiant, le Breaking the Waves de Lars von Trier a fait définitivement basculer mes goûts vers les films d'auteur. Voilà. Et là, c'était impossible de faire machine arrière. Voilà. Donc, c'est un réalisateur pour qui j'ai une dette, en fait, quelque part. J'ai envie de dire une passion. Une dette. Parce que, voilà, après, ça aurait peut-être été un autre film, hein, plus tard, avant, peu importe. En tout cas, c'est celui-là, Breaking the Waves. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à faire ce que fait par exemple Maxime, c'est-à-dire quand il découvre un réalisateur, eh bien, on se fâche, ou toi, ou d'autres cinéphiles, on se fait toute la filmographie dans la foulée. Mais c'est ce qui m'est arrivé avec Lars von Trier. J'ai découvert tout son cinéma et j'ai adoré tout ce que j'ai vu. Et j'ai adoré tout ce que j'ai vu après.
que ça soit Dancer in the Dark, qui est peut-être une des plus belles choses qui existent en matière de cinéma. Voilà, j'ai même aimé Antéchrist, que personne n'a aimé et que tout le monde a descendu, et je pense qu'on doit être 4 sur la Terre à avoir aimé Antéchrist, et même moi je ne comprends pas encore pourquoi on n'aime pas Antéchrist. Je vous passe Mélancolia, tout ça, etc. Alors je n'ai pas vu les deux films, ces deux films Nymphomaniac 1 et 2. Je crois que ça m'intéressait pas. Voilà, c'est curieux pour un fan de Lars von Trier. Ça pêche quand même, cher ami. Ça pêche. Je dirais que ça piche même sur Nymphomaniac. Mais voilà, je sais pas, j'ai peut-être pas envie de voir des boulards, j'en sais rien. Enfin, bon, il y avait un truc de cet ordre-là. Et donc, on est à Cannes, en mai dernier, on a la chance, quelques privilégiés, si on peut dire, à être accrédité. Et pardon, je rigole. On assiste à la séance de House of Jack Built, donc on ne sait pas grand-chose. Lars von Trier était un petit peu persona non grata à cause de ses déclarations. Sulfureuses. Voilà. Et il revient quand même. Enfin, le festival l'invite avec son nouveau film, The House That Jack Built. Alors, pour deuxième information, je ne sors jamais d'un film. Voilà. Alors, c'est arrivé. Peux-tu dire aux auditeurs ce que tu m'as dit, mais parce que nous avons eu la chance de le voir pratiquement ensemble. Parce que la veille, moi, j'étais sortie en plein milieu d'un film. Sur ce, tu m'as dit c'est scandaleux. Oui. Demain, pour le Lars von Trier, tu ne sors pas. C'est impossible de sortir. On ne peut pas sortir de Lars von Trier. Voilà, c'est impossible de sortir pendant un film. Je crois que monsieur, parce que je ne suis pas allé voir le von Trier, je suis arrivé après, je l'avais signalé à monsieur, et je crois que le monsieur m'avait dit que j'allais louper l'un des films de ma vie, je pense, ou un truc dans le genre. Donc maintenant si tu peux continuer, Luc. Voilà. Alors en fait, il y a une question un peu particulière, c'est quand on voit un film à 8h30 du mat. Oui, dimanche 8h30. Voilà, quand 8h30 du mat, c'est quand même une autre approche. Bon. Alors moi, je me souviens être sorti, c'est rare que je sorte, mais j'étais sorti d'une projection de Rester Vertical. Le Guiraudy, que j'aime bien aussi, c'est un cinéma que j'aime beaucoup. Mais bon, voilà, à 8h du mat, être dans le Théâtre Lumière et avoir des sexturgescents de 10 mètres de haut 10 minutes après avoir englouti ma tartine, non, ça c'était pas possible. Donc je suis sorti, on n'a pas pu, j'étais avec Anthony, on s'est dit non, on va peut-être finir de digérer tranquille. Voilà, bon bref. Et pareil, même horaire, on commence The House That Jack Built et bon, voilà, j'ai tenu 1 heure. Non, 40 minutes. Non, 1 heure. Le film fait 2 heures, j'ai regardé, je m'en souviendrai. Et il fait 2h20 et je me suis dit, je vais jusqu'à la moitié et je suis arrivé jusqu'à 1 heure. Voilà. Donc il fait pas 2h35 le film ? Oui, c'est ça, il fait 2 heures. Oui, bon, excuse-moi, je chipote, j'ai pas vu la fin. Je regarde pas ma montre. Hein. Donc voilà, je suis sorti. Donc est-ce que je dois faire la chronique Donc pour résumer, tu dis du mal d'un film, d'un réalisateur que tu adores. Exactement. Je vais dire du mal, mais je vais pas descendre le film parce que je peux considérer et je peux accepter que le film. Oh mais comme tu retournes ta veste, c'est magnifique. Mais non, pas du tout. Non. Autant sur Un peuple et son roi, d'accord. J'ai parlé de mes parties intimes, d'accord. Une épilation qui laisse les gens assez d'accord. traumatisés. Mais là, voilà. Moi, il y a des gens, et puis même dans les chroniqueurs amis et partenaires, c'est Alcide, c'est ça? Oui. Non, c'est toi Alcide, je sais plus jamais. C'est qui? Oui, c'est Alcide, c'est ça. C'est Alcide qui a beaucoup aimé, qui est un fan aussi de Von Trier, qui a beaucoup aimé. Donc, je me garderai si des gens que je considère ont aimé le film et trouvent que c'est une œuvre d'art, je peux décemment pas dire que c'est une merde, et puis je ne m'aventurerai pas à dire que c'est moisi, voilà, tout simplement. Et puis pour eu égard aussi à mon respect pour Lars von Trier. Mais bon, voilà, c'est un film concrètement sur un serial killer, voilà, joué par Matt Dillon, et on suit en fait plusieurs de ces méfaits, si je puis me permettre. Ce nom un petit peu archaïque. Voilà, donc on le voit assassiner des gens,
des femmes en l'occurrence, des enfants, voilà. Non content de les assassiner avec une certaine, pas délectation, mais avec une certaine, persévérance, il continue de se servir des corps pour en faire des œuvres d'art. Ça s'appelle de la taxidermie. Bon, là, on raconte un peu trop. On va un peu trop. Mais c'est vrai. Alors, si vous voulez, j'ai encore parlé de moi, pardon, mais je pense qu'il y a quelques années, je pouvais voir ce genre de film sans problème. Voilà. Il se trouve que du moment en tout cas dans mon cas, j'ai une petite fille de 5 ans, et je peux plus, j'ai du mal, ou j'ai quasiment plus, je peux plus voir des films où voilà, on tue des enfants. Voilà. Pourtant, je peux vous dire que j'en vois des films et que je suis pas très sensible, mais voilà, là c'était pas, surtout quand on le fait avec une délectation telle que voilà. Alors, je suis parti, et ce qui m'a gêné au final dans ce film, en tout cas dans ce que j'ai vu, c'est que j'ai l'impression que Lars von Trier essaye de nous dire quelque chose. En général, c'est ce que fait un réalisateur, il essaie quand même de dire quelque chose, mais au final, je crois qu'il a plus grand chose à dire. C'est-à-dire que si j'essaie de réfléchir, je me dis, so what, pourquoi parler d'un serial killer, pourquoi le faire avec une jouissance un petit peu morbide, avec une sorte d'humour noir, certes, facilement, si on veut se glisser, si on appelle Dr Freud, facilement on peut trouver une projection entre une sorte d'auto-critique ou d'auto-justification, une sorte d'autoportrait de lui-même face à ses propres outrances, essayer d'expliquer que voilà, derrière ces outrances il y a peut-être un acte artistique derrière tout ça, il y a peut-être il y a sans doute de ça, auquel cas si c'est ça reste quand même un propos extrêmement auto-centré, et au final il nous dit rien du monde, il nous dit attendez, je finis. Et les amis sont tous... je veux parler. Ils sont tous... voilà. Au final, si c'est juste pour parler que de lui, comme je fais moi, très, très bien, eh bien c'est vain. Je trouve l'entreprise assez vaine, et c'est exactement ce que je n'aime pas aussi dans le cinéma de... Comment il s'appelle, Michael Haneke. J'aime bien quand il fait du cinéma, mais quand il essaye de poser une thèse scientifique sur la violence extrême, machin, ça me gonfle. Voilà. Quand ils font du cinéma et qu'on raconte une histoire qui touche à quelque chose d'universel, une histoire, qu'on parle de gens, je trouve ça intéressant. Qu'on essaye de se faire son propre tripotage nombriliste, ça me fait chier. Alors, tu as vu le film, tu es parti en pleine projection, alors que tu étais fan. J'ai bien résumé. Je suis fan toujours. Voilà, je reste fan de Lars von Trier. Je sais que quelqu'un dans le studio, autre que moi, a vu le film alors qu'il n'aime pas le réalisateur. Tu l'as vu ou tu l'as pas vu? J'aimerais bien que Maxime, s'il te plaît, nous parle de ce film. Tu as menti. Oui. Tu m'as menti. Je t'ai menti, oui. Je lui ai demandé. C'est un camouflé. Je suis désolé. Elle m'a entraîné dans ce coup de Trafalgar. Non, mais alors... Ce qui s'est passé, c'est que je vais un peu résumer, c'est que je déteste Lars von Trier. J'ai vu 4 films, dont Antichrist, justement, que j'ai détesté. J'ai vu Breaking the Waves, j'ai détesté. J'ai vu Les Idiots, j'ai détesté. C'est extraordinaire, Les Idiots, mais c'est extraordinaire. On atteint un sommet. Et j'ai vu Dancer in the Dark, j'ai détesté. Et moi, je te déteste. Donc... En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je le disais, je suis arrivé après la projection à Cannes. Et le problème, c'est que quand on arrive après une projection d'un film aussi qui divise autant la croisette, c'est que forcément, on s'expose au spoil et aux avis, justement, des personnes. Donc, je me suis pris toute la journée de mardi et de mercredi, en plein milieu des débats à Cannes, je me suis retrouvé en plein milieu de plein de débats sur le film. Et forcément, je me suis dit que c'est pas possible qu'un mec comme Lars von Trier qui a quand même un propos de fond, malgré tout, même si je le déteste, je reconnais qu'il y a quand même un propos de fond dans chacun de ses films, puisse faire une œuvre, on va dire, comme tu l'as dit, mon cher Luc, assez auto-centrée, assez vaine. Justement, juste pour le plaisir de choquer. Donc, donc ça a mûri, je me suis bien fait spoiler plusieurs scènes. J'ai plus rien lu sur le film et je suis allé le voir le jour de sa sortie, mercredi dernier.
Alors, qui complètement, il a dit, non, j'ai vu des extraits, compte pas sur moi pour aller le voir. C'était le coup de Trafalgar de Nathalie. Ma vengeance pour John Williams. Voilà. Ah bon, encore déjà Alors, et je vais te dire une bonne nouvelle, peut-être une mauvaise sur le coup, mais une bonne, c'est que j'ai adoré le film et j'ai envie de me refaire toute sa filmographie. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que chers amis, excuse-moi, je vous coupe, c'est une news hyper... nous venons d'avoir un coming out en direct. Il a outé son amour pour Lars von Trier. Chers amis, c'est assez insensé. Mais je l'assume, et c'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est justement passer à côté de plusieurs œuvres d'un réalisateur et au final avoir une œuvre qui nous touche et avoir l'envie de réexplorer toute sa filmographie. Le film, je suis pas d'accord avec toi, le film n'est pas vain, parce qu'en fait, Lars von Trier ne fait pas qu'une réflexion sur lui-même, mais il fait surtout une réflexion sur l'art en général, et il montre que la violence et l'art ne sont au final que deux faces d'une même pièce. Et c'est ça qui est intéressant dans The House of Jack Bullitt, et c'est surtout... Ouh là 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 là, vas-y, on reprend. The House of... Ouh là 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 là. C'est petit de l'attaquer là-dessus, laisse-le finir s'il te plaît. Non, mais attendez, le film de Van Trier... Voilà, là c'est bon, ça marche. Le film de Van Trier, certes, il montre des actes odieux pour étayer son propos, mais il ne montre, pour moi, aucune complaisance. Je trouve même qu'il est très ironique envers les actions que commet Jacques. Puisque, au final, le film, comme tu l'as dit, est teinté d'humour noir, je dirais même est teinté d'ironie. Et certes, il y a des moments où c'est choquant, mais à chaque fois, il désamorce ça en montrant à quel point les actions de Jacques sont ridicules au possible. Ça peut être des tocs qui surviennent sur une scène de crime, ça peut être le fait qu'il va empailler l'une de ses victimes pour la transformer en une sorte de panneau d'autoroute totalement ridicule. Et c'est vrai que je pense que je vais laisser la parole à Nathalie, voilà, aussi, à la défense, moi je fais la défense. Je pense qu'il en parlera mieux que moi. Je pense qu'il veut dire quelque chose. Il tresse un portrait assez noir de notre société où au final. Bon, là, je crois que là vous êtes dans l'interprétation, les loulous. Là, je crois. Non. Et au final, on a tellement l'habitude, je dirais, voilà, de voir des images de violence et d'être aussi dans une sorte de société où au final, on n'a plus, on va dire, le même respect pour l'humain et pour l'autrui qu'avant. Qu'au final, on se retrouve, je dirais qu'on se retrouve dans une société où malheureusement ce genre d'action est naturel et que Lars von Trier, au lieu d'avoir de la complaisance pour ses actions, les dénonce pour justement dénoncer notre société. Mais ça, je vais laisser à Nathalie. Oui, tu viens de dire tout ce que je voulais dire. Donc, tu sais, Luc, dans quel état j'étais à la sortie de cette projection que j'ai fait en entier. Je pensais pas que tu allais la faire en entier. J'étais étonné. La veille, j'avais quitté la salle pour Godard. C'est la première fois à Cannes en 27 ans de festival de Cannes que je quittais une projection. Mon premier film, c'était pour Godard. Donc, 2 films dans le même festival, j'ai dit non. Et puis en plus, tu m'avais mis la pression, il faut quand même le dire. C'est vrai. Quand je suis sortie de cette projection, j'étais comme toi, j'étais ulcérée, j'étais en colère. Ah, je suis pas en colère. Hein. Moi, j'étais en colère, cette violence gratuite, pour les mêmes causes que toi, au départ. Si les gens ne le savent pas, moi au cinéma tu peux tuer tout le monde, tu peux éviscérer tout le monde, je m'en fiche. Il y a 2 catégories de personnes auxquelles il ne faut pas toucher. Tu ne touches pas aux enfants et tu ne touches pas aux animaux. Donc là évidemment c'est carton plein, hein, autant vous le dire. Et le film se passe et comme c'est le cas de pas mal de grands réalisateurs, alors je n'apprécie pas forcément Monsieur Lars von Trier, mais je suis dans la même position que Maxime, j'ai envie de me les faire, pour le coup, les films. Le film, il a mûri en moi, il a grandi. Et je me suis dit qu'un monsieur de cette intelligence-là, pour faire des films comme ça, ne peut pas faire un film gratuit. Donc du coup, après, je me suis mise en perspective, j'ai essayé de voir le film sous d'autres aspects. Et je me suis dit que c'était une critique et une critique de notre société
dans laquelle nous vivons, qui est assez rude, qui est assez âpre, où, comme l'a dit Maxime, le meurtre est quotidien. Et que faire pour nous faire réagir sur cette société qui est en pleine débâcle et en pleine... Il n'y a plus de frontières, c'est de nous faire ouvrir les yeux à travers des films chocs, à travers des images chocs et surtout à travers des choses qui nous dérangent. Et en cela, je trouve que ce film est un grand film. Oh. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu as à dire? Alors moi, par contre, pour aller dans votre sens, ça reste un film. L'intelligence et le talent pour moi et comment dire, de Lars von Trier. Je crois que on va avoir aussi un appel d'Anthony. d'Anthony, avec qui j'ai vu le film et avec qui on est sorti. Malade, il aurait dû être là, il n'est pas là. C'est dommage. Mais comme il écrit ce message en majuscule, vous pouvez imaginer quand même l'intention de l'auteur. Tu peux le lire. Vas-y. Je peux le lire. Alors, lis. Premier message, mensonge. 3 points d'interrogation. Deuxième message, c'est un film de psychopathe. Merci, Anthony. Troisième message, c'est tout. Non, Anthony, tu ne peux pas résumer ce film à ça. Franchement, je pense qu'il y a vraiment un message derrière. T'as pas de cœur, Anthony, c'est ça qu'elle est en train de te dire. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis, mais peut-être qu'on est resté. Enfin, certaines personnes, et ça m'arrive moi aussi sur certains films, se sont restés bloqués à des images sans aller chercher au-delà de ce que l'on voyait. Mais quand on empaille un gamin, écoute, mais va chercher plus loin, va chercher bonheur. Mais c'est ridicule. La scène du portefeuille ne m'a pas choquée. En tant que femme, tu l'as pas vue celle-là? Non, mais on me l'a raconté. Et ben voilà, ça choque. Encore aussi. que ça, tu vois. Bon. Si, moi j'ai été choqué. Non, mais il faut regarder le côté pratique. Hein. Oui, non, mais en plus il y en a 2, donc du coup c'est très très pratique. T'en perds un et t'en tournes, il reste. Chers auditeurs, on va couper là. Absolument. En tout cas, j'ai envie de dire une chose aux auditeurs, même à toi Anthony. Allez voir le film et partagez avec nous ce que vous pensez, et on publiera ce que vous pensez de ce film sur notre page Facebook. Ouais, je pense que surtout que c'est la dernière semaine où le Royal va le projeter, donc il faut y aller absolument cette semaine. Allez-y, courez le voir. Et moi je vais le projeter, mais par la fenêtre. Alors on va rester dans le genre horreur, avec Halloween 2, le retour de Mike Myers. Le retour du croque-mitaine, effectivement. Ah oui. Alors, Halloween, avec aux commandes David Gordon Green. On retrouve Laurie Strode dans l'affrontement final avec Michael Myers, le personnage masqué qui la hante depuis qu'elle a échappé de justesse à sa folie meurtrière le soir d'Halloween, 40 ans plus tôt. Alors comme je disais, le retour du croque-mitaine de ce grand réalisateur qui est John Carpenter, qui l'a créé en 78, Michael Myers pour ne pas le nommer. Ça aurait été bien de mettre la musique, tiens, par exemple, avant, qui est une musique assez... Oui, j'y ai pensé une fois arrivé dans le studio. D'accord. Excuse-moi, j'ai un travail quand même. Donc il revient pour célébrer ses 40 ans. Donc son 40e anniversaire. C'est la 8e suite du bal. Ah oui, quand même. Ouais, c'est la 8e suite. Et son réalisateur, donc David Gordon Green, a pris le parti a décidé carrément d'occulter toutes les suites qui avaient été faites. Et il a eu raison, parce que c'est quand même assez pourri ce qui est arrivé juste après, de cette franchise. Il n'y a rien de nouveau, toujours le même thème musical, qui est absolument extraordinaire. Mais à mon goût, il n'est pas assez présent et pas assez puissant. J'aurais voulu l'avoir un peu plus pour avoir un peu plus peur. Parce que bon, alors moi, ce dont j'ai peur, je ne connais pas l'adaptation, mais c'est justement... moderniser les thèmes. Elle n'est pas modernisée, okay. Elle est telle quelle. Il y a dans ce nouvel opus de nombreux clins d'œil à l'original, donc des fous dans la nature. Ça m'a fait beaucoup rire, j'ai beaucoup aimé. Michael Myers à l'arrière d'une voiture, ça fait un petit flashback. Et surtout, moi, ce qui m'a fait hurler de rire, une victime clouée au mur.
bon, il y en a d'autres, hein, mais c'est celles qui m'ont le plus plu. T'as un petit trip morbide en ce moment, non, quand même, entre Lars von Trier et Halloween, les trucs cloués au mur, c'est les pour ça que taxidermies. monsieur de ma formation m'a dit que j'étais pas bien. Ceci explique peut-être cela. Est-ce que tu as une collection de couteaux, par exemple, chez toi? Ah ouais, j'ai même des armes. Si elle avait qu'une collection de couteaux. C'est ton rire aussi. Pardon. Ton rire. Regarde. C'est pas cool. Non, c'est pas cool du tout. Donc Oh là après, là. c'est pas la claque de l'année. Ils ne révolutionnent pas du tout le genre, mais ils remplissent vraiment son cahier des charges. Mais surtout, il arrive à recréer un rôle fort dans cette saga, celui de Jamie Lee Curtis dans un rôle de femme forte. Car vous le savez, chers amis, j'aime ce genre de rôle. Donc, on se doute bien que Jamie Lee Curtis a vieilli, puisque ça se passe 40 ans après. Donc Oui, le contraire serait étonnant. elle a pris quand même un bon coup de marmite sur la tête. Oui, mais bon... Franchement, alors c'est plus la jeune jouvencelle un petit peu sans doute. que nous avons à l'écran, mais plutôt une grand-mère, plutôt bien conservée, on sent bien que dans le film, elle s'est entraînée pendant les 40 ans comme un véritable soldat, dans la perspective et dans l'attente d'un nouvel affrontement avec son ami Michael Mayer. Son ami Michael Mayer. Son ami imaginaire. Sa relation est conflictuelle avec sa fille, évidemment, accessoirement nourrie par le traumatisme de la jeunesse de la maman, hein, donc de Jamie Lee Curtis. Et sa relation avec sa petite fille est un petit peu plus tendre. Mais pour revenir un petit peu à certaines questions, il y a certaines choses que les journalistes ont posées à Jamie Lee Curtis à propos de ce mouvement MeToo, parce qu'on est dans un film où les femmes ont quand même ont des rôles forts, ont quand même des rôles qui prennent les choses en main. Parce que c'est vrai que le mouvement MeToo a explosé cette année en 2018 pour ce que tout le monde sait, donc je ne vais pas en reparler cette fois-ci. Parce que dans ce film, elle a encore une fois un rôle de femme forte, Jamie Lee Curtis, qui ne subit pas les événements, mais qui au contraire les affronte et qui règle les choses. Moi, j'ai envie de dire, juste pour rappel, que le mouvement MeToo est né en 2018, mais que accessoirement, Halloween, la nuit des masques, est sorti en 1978. On avait donc le personnage de Laurie Strode, donc c'était Jamie Lee Curtis. Alien, 8e passager, est sorti en 1975. Hélène Ripley, aux dernières nouvelles, c'est une femme. 75 Ouais. C'est pas 77, il me semble. Non, 77, excusez-moi. Ouais. Donc, Madame Sigourney Weaver incarne pour moi un personnage de femme forte au possible. Après, nous avons des rôles un petit peu plus récents, notamment en 2003 avec Black Mamba. Et même Terminator, pardon. Alors, j'ai choisi réellement des films où nous n'avons pas de protagoniste masculin. Pardon. Nous avons vraiment que des femmes dans un rôle de premier rôle, notamment donc Kill Bill pour le nommer. C'est vrai que dans les films de Tarantino, la femme a toujours un rôle fort. Donc c'est bien beau de s'approprier les choses en 2018, je le revendique et j'en suis très contente, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des rôles avant, que ce film a été écrit avant, donc faut mettre un petit peu les choses en perspective. Voilà, c'était juste pour faire une parenthèse par rapport au rôle de femme forte au cinéma. Comme tu l'as souligné, Luc, il y en a d'autres, mais en général, il y a toujours un personnage masculin. J'avais envie de prendre le cas de Sterling, Le Silence des agneaux, mais en face, on a quand même Monsieur Anthony Hopkins, qui a quand même un rôle assez fort dans ce duo. Oui. Donc voilà. Donc, pour revenir à Halloween, le film remplit son cahier des charges, il ne révolutionne pas le mouvement. Moi, personnellement, j'ai beaucoup ri pendant le film, mais j'ai eu la chance de le voir avec des copines qui avaient amené leurs enfants, donc de 17 ans, qui, elles, étaient plutôt tétanisées derrière le manteau de leur maman ou derrière leurs mains, hein, qui ont été, on va le dire, pétochardes. Donc je dirais que le film, il remplit son cahier des charges. Allez vous faire peur, c'est fun. Voilà. J'avais envie de dire ça. Allez vous faire voir les films. Oh. Eh ben c'est super. Écoute, c'est assez incroyable.
Oui. Tout ce qui nous arrive ce soir. Oui. C'est la passion, c'est l'humour, c'est Cinéma Mon Amour. Voilà, sur Radioactive 100 FM. Eh bien, là, je ne sais pas du tout comment enchaîner. Parce que Du coup, ouais, mais Très court. on n'a pas mis une musique trop tôt, d'ailleurs. Non, mais on peut en mettre une maintenant. Non, je ne crois pas. Non, je pense tu qu'on va crois enchaîner pas. sur Cold War. D'accord. Cold War. allez, c'est parti. Allez, Vas-y. c'est parti. Jingle. Tu te fais plaisir? Très bien. Allez, Maxou, c'est à toi. Alors, Maxou, ça commence bien. Alors, on va dire que mardi, quand Nathalie m'a donné Cold War, j'étais un peu désappointé, car c'est un film, certes, que j'ai eu la chance de voir au Festival de Cannes, mais je n'ai pas beaucoup aimé. Alors, je vais développer, bien entendu, et on a d'ailleurs une contre-critique après la mienne, signée Jade, qui nous a envoyé un petit texte. On embrasse. Ouais, qu'on embrasse, qui nous a envoyé un petit texte d'ex, voilà. Donc, Cold War, en fait, c'est le nouveau film de Pavel Pawlikowski, qui avait notamment réalisé Ida, qui avait eu l'Oscar du meilleur film étranger en 2015. Et cette année, il a été en compétition à Cannes, il a eu le prix de la mise en scène. Alors, je vais de suite énoncer l'évidence, c'est que oui, la mise en scène est très belle, le prix est mérité, la photographie est sublime, et je dirais même que la musique, la bande originale, est incroyable. Après, et c'est le point que j'ai, c'est qu'un film, ce n'est pas qu'une mise en scène, ce n'est pas qu'une musique, ce n'est pas qu'une photographie. Les acteurs aussi sont bons, mais Ce n'est pas que des bons acteurs. Ce n'est pas que des bons acteurs aussi, voilà, parce qu'ils sont bons, et notamment Joanna Kuling, qui interprète le rôle de la femme, aurait pu avoir le prix d'interprétation à Cannes. Voilà, enfin la femme, enfin la concubine, enfin l'épouse, vous allez comprendre très vite. Et donc c'est aussi un scénario. Et j'ai d'énormes réserves sur le scénario. Alors pour être simple, Cold War raconte l'histoire sur une grosse dizaine d'années, au milieu des années 50. Voilà, durant on va dire, je crois de 50 à 65, si ma mémoire est bonne. 55 à 65, si ma mémoire est bonne, de deux jeunes gens qui vont tomber fous amoureux l'un de l'autre en ex-Yougoslavie et qui vont fuir ce pays justement pour pouvoir vivre leur passion. Qui est la musique. Alors ils vont pas fuir ensemble, ils vont fuir chacun de leur côté, et par la force des choses, ou je vais plutôt dire par la force du destin, ils vont se retrouver, ou plutôt se recroiser. Alors Cold War, c'est un titre qui représente justement l'époque dans laquelle vont évoluer les personnages, puisque comme son nom l'intitre, son titre l'intitre, voilà, ça va parler aussi de la guerre froide, de cette époque de la guerre froide avec le mur de Berlin et le rideau de fer. Mais aussi, on peut la prendre comme une métaphore de leur couple. Car ce couple est composé de deux forts caractères. D'un côté, on a un musicien coureur de jupons, macho, jaloux et parfois violent. Et de l'autre, on a une grande amoureuse, naïve, candide et alcoolique. Donc vous sentez de suite à ma voix que ce sont des personnages fortement sympathiques. Et d'ailleurs... la mission et d'ailleurs tout le film va essayer de démontrer que leur amour est totalement impossible. Mais personnellement, j'ai eu l'impression de voir une serpillière qui essayait de s'accoupler avec un baillet de shot. Voilà, tellement que voilà, ces personnages sont antipathiques et méprisables au plus haut point. T'es mauvais, Maxime. Et on va dire que le système de narration que va instaurer l'ami Pavel n'a pas forcément aidé les choses, puisque le film dure 1h27. Donc il va décider de sélectionner quelques moments volés de ces deux amants. Et ces moments vont être séparés par des ellipses qui vont être plus ou moins longues. Donc forcément, ça n'aide pas forcément à instaurer des nuances et à développer des personnages. Mais aussi, on va dire que le scénario est, on va dire, extrêmement cliché et que la finesse, c'est tirer une balle dans la tête. Car j'ai eu vraiment l'impression, pendant au moins les 3/4 du film, d'assister à un concours de beats entre les deux pour savoir qui allait être le plus salaud des deux envers l'autre et le plus méchant. C'est un concours de grossièreté, les garçons ? Oui, dit, excusez-moi. Pour une voilà. Oui, pour une fois. Et ça m'a donné l'impression en fait de voir une sorte de remake un peu tout pourri de la Guerre des Roses. Normalement, donc c'est voilà, et c'est fort dommage parce que le film est tellement grossier qu'il en devient presque comique par moments, et notamment dans toute la partie qui se passe à Paris où les personnages secondaires
de la concubine de monsieur et de l'amant de madame sont très très mal écrits, et pourtant ils sont interprétés par deux acteurs que j'aime bien, puisqu'ils sont interprétés par Jeanne Balibar et par Cédric Kahn. Voilà, qui sont Jeanne Balibar, voilà, qui a eu le César cette année pour Barbara, et Cédric Kahn, qui est un acteur plutôt talentueux et réalisateur plutôt talentueux. Et le problème, c'est qu'ils sont, on va dire, ils sont affligés de dialogues totalement improbables. Et c'est un peu le problème du film, c'est que le film est tellement grossier qu'il en devient ridicule. Alors je dis pas qu'il n'y a pas quelques moments de beauté et de finesse, mais c'est vrai que la mise en scène et le manque de finesse du scénario nous met à distance, et moi j'ai éprouvé aucune empathie, plutôt du mépris pour ces deux personnages, et c'est vraiment dommage. Alors heureusement, on a l'avis de Jade qui nous a envoyé un petit mot. Donc c'est un film, donc c'est par rapport à ses souvenirs qu'elle a eu donc pendant la période du festival de Cannes, lui laisse un effet de douceur et de tendresse. Deux êtres qui s'aiment mais qui ne se comprennent pas plus que quand ils sont ensemble. Un amour fou qui a vécu de nombreux moments forts et historiques, que ce soit le communisme, le mur de Berlin et j'en passe. Un amour impossible lors d'une époque qui ne laisse pas les artistes libres et vivre de leur passion sans se courber à la dictature. Le noir et blanc de ce film sublime cet amour. Celui-ci, tout comme la musique, évolue au cours de l'histoire pour souligner les personnages et leurs forces. Les musiques sont également une force pour ce film, par des lyriques puissants qui marquent toutes des générations. Il faut savoir que le réalisateur s'est inspiré de l'amour impossible de ses parents, qui sont pour lui des personnages les plus dramatiques qu'il ait rencontrés. On peut comprendre ainsi la force de ce film et l'emprise qu'a le réalisateur sur son œuvre. Ce film m'a également donné envie de m'intéresser davantage à cette période, notamment par rapport à la musique et à la censure que pouvaient subir les musiciens. Pour finir, je vous conseille de le voir dans les salles de cinéma si vous avez envie de découvrir une histoire passionnelle où la musique nous berce tout le long. Eh ben, c'est ce qu'elle va faire, et elle va retourner le voir en salle pour être bercée par ces chants de la chorale. Donc voilà. Super. Un mot ? Elle va le revoir parce que je lui ai pourri sa séance à Cannes. Voilà, c'est dit, je m'en excuse encore. Ok, superbe. Écoutez, reste encore un peu de temps pour refaire le dernier film, et non des moindres, puisque c'est la grosse sortie de la semaine, et j'espère le grand film populaire de cette fin d'année, Le Grand Bain de Gilles Lellouche, dont tout le monde en fait des caisses, et peut-être est-ce que c'est mérité ? Alors, est-ce que c'est mérité ? En tout cas, le film est sorti à Cannes, et nous avons eu la chance d'être invités dans un cinéma pour aller le voir, pour rencontrer Gilles Lellouche. Donc, on peut le dire, lequel cinéma ? On peut le dire, c'est le Pâté Lavalette. Voilà. Donc voilà. Alors, je récupère un peu mes papiers parce que je les ai un peu perdus, excusez-moi. Donc Gilles Lellouche est venu avec son co-scénariste Ahmed Hamidi, qui est en fait l'une des écritures, une des plumes des Guignols de l'info. Donc, quand c'était la grande époque, ils sont amis, et en fait, il a demandé à cet ami de venir l'écrire avec lui, et l'écriture a duré 3 ans. Il s'est pas inspiré de personnages réels, il s'est inspiré d'impressions. Exemple, le personnage de Jean-Luc Anglade, qui est un vieux rocker, qui vit et qui mange et qui dort au rock. Et en fait, c'est un illustre inconnu, mais il vit de sa passion. Il a fait le parallèle avec ce que vivent les acteurs dans notre société. Il y en a qui sont acteurs, mais qui n'ont pas la reconnaissance dans le métier. Et donc, il a beaucoup de copains qui sont dans la galère. Et donc, il a voulu faire cette espèce de transition, cette espèce de clin d'œil. Il nous a quand même bien expliqué aussi qu'il avait eu beaucoup de chance dans le choix de ses comédiens, parce quand il l'a écrit, il l'a pas écrit en pensant à des gens, mais en tout cas, il a eu la chance que quand il a proposé le scénario à ses acteurs, ils lui ont tous dit oui. Et le premier à lui avoir dit oui, c'est Mathieu Amalric. Quand il lui a dit voilà, j'ai fait un film sur tel sujet, Mathieu Amalric n'avait pas lu le scénario, il a dit oui, je le fais.
Donc du coup, ça lui a mis un coup de boost. Il l'a lu évidemment. Après, ça s'est enchaîné assez rapidement dans le casting. Ils ont tous répondu oui, sans aucun problème. Il nous a aussi raconté qu'il voulait vraiment la réalité des corps. Je ne sais pas si les gens se sont intéressés un petit peu à l'affiche de ce film, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'est un groupe d'hommes qui vont faire de la nage synchronisée. Donc, quand on parle nage synchronisée, on parle de beaux athlètes, des corps parfaits, des Apollons, quoi. On va dire des dieux grecs. Et quand on voit l'affiche de ce film, on peut pas dire réellement que ça ressemble à ça. On a un petit peu toutes les formes, toutes les tailles, toutes les épaisseurs. Et en fait, c'est ce qu'il voulait démontrer dans ce film. Tu parles des corps ? Des corps. Voilà. Okay. Des corps. Et en fait, il voulait rendre hommage aux corps normaux, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes, par rapport au diktat et à tout ça. Donc voilà. Après, le film s'est bien passé dans la réalisation et je vais laisser Maxime. Donc je vais vite résumer l'histoire en disant que voilà, alors de base c'est un projet casse-gueule parce que c'est la première réalisation de Gilles Lellouche en solo. Il avait fait en duo avec Tristan Harnais, je crois, le film Narco, qui était sympa mais imparfait. Ouais. Moi, j'étais très bien. J'étais très bien, oui. Et là, c'est un projet assez casse-gueule parce qu'il va aborder le sujet du chômage, qui est pas forcément, qui était abordé en comédie. Il faut le faire avec une certaine finesse. Et donc c'est l'histoire d'un cadre qui est au chômage et qui va rejoindre une équipe de natation synchronisée. Et on va se rendre compte que en fait cette équipe sont tous un peu des gueules cassées, des gens qui sont un peu paumés dans leur vie, qui ont eu des rêves brisés, qui sont pas forcément à l'aise. Et le défi pour Gilles Lellouche sur ce film-là, c'est qu'en fait, il devait introduire une dizaine de personnages, justement parce que et avec un casting qui est assez de renom. Et le défi est réussi. Donc j'ai une réserve pour moi, c'est que l'introduction, il va choisir en fait de faire des portraits. Il va décrire sur chaque portrait, ça casse un peu le rythme du film durant la première heure. Mais c'est pas grave parce que en compensation, il va vraiment prendre le temps de développer ses personnages, de montrer leurs fêlures, leurs démons, et aussi les raisons pour lesquelles il trouve une certaine joie, une certaine béatitude, je trouve, à se lancer dans ce sport. Et c'est là qui est la grande force du film en tout cas dans la première heure. Et dans la deuxième heure, une fois que Gilles Lellouche a présenté quasiment tous ses personnages, le film va décoller et va vraiment trouver un équilibre vachement juste entre humour et émotion. Et personnellement, pour l'avoir vu à Cannes, pour avoir eu la chance d'avoir vu à Cannes, j'ai pleuré, j'ai ri aussi, beaucoup, parce qu'il y a des scènes qui sont très bien écrites et vachement drôles. Gilles Lellouche a des idées de mise en scène qui sont exceptionnelles, et les acteurs, même s'ils sont peut-être dans des rôles un peu attendus, sont tous excellents. Je saurais pas trop quoi vous dire en disant qu'il faut absolument aller voir ce film, qui pour moi est avec En Liberté et Le Monde est à toi, l'une des trois comédies françaises de l'année. Eh bien, merci. Tu as fini à l'heure, Maxime. C'est incroyable. On te remercie. Allez-y. Allez-y. Allez au cinéma de toute façon. Voilà. Au Royal, au Pâté, dans les petits écrans, à Sifour, ailleurs. Allez-y. Ça recommence à avoir des choses intéressantes. Voilà. Sur ces belles paroles, ces belles injonctions, il ne nous reste qu'une chose à vous dire. Bravo déjà d'être resté jusqu'au bout de cette émission. Et puis merci. Et puis la fête continue parce que c'est que de l'amour sur cette radio. Ça continue et puis on vous laisse entre les mains bien sûr de l'irremplaçable et l'incontournable Foundation.